Hollywood. Un simple mot, et c'est tout un imaginaire qui s'éveille de derrière les collines de ce petit quartier de Los Angeles. Depuis l'invention du cinéma par les frères Lumière en 1895, le très jeune 7e art s'est popularisé un peu partout dans le mode de vie occidental. Mais s'il y a bien un endroit où il fallait être pour faire fleurir sa petite carrière de cinéaste ou d'acteur, c'est bien évidemment dans ce lieu, à l'ouest du pays de l'oncle Sam. Dans les années 20, Hollywood est une fête sans limite. Les décors gigantesques d'Égypte, de la Rome et de la Mésopotamie antique y côtoient la gestuelle et l'humour burlesque des nouveaux comiques du grand écran, et les pas de danse envoûteurs des beaux et belles gosses au sourire parfaitement blanc. À Hollywood, on couronne chaque mois une nouvelle reine du charme, ou le nouvel Apollon du moment. Et ça rameute du monde. Des jeunes filles en quête de gloire quittent leur famille et prennent le premier train direction LA, pour devenir la prochaine déesse que tous les réalisateurs s'arrachent. Le moindre jeune garçon à qui l'on a un peu trop rappelé sa mignonnerie prend le large, avec un rêve en tête, devenir le prochain petit minet qui fera tomber à ses pieds toute la jeunesse des Roaring Twenties. Car elle est là, la vraie merveille de l'usine à rêves. Au-delà du fait que la moindre idée devienne possible sous la bonne grâce des studios MGM, Warner Bros, Paramount et Universal, que les films bien loin des petites scènes de vie des frères Lumière soient désormais des productions herculéennes aux décors, costumes et figurants sans limite, et que l'argent coule à flot ininterrompu, tellement les salles obscures se remplissent de monde à chaque nouvelle sortie. Il est là le vrai miracle hollywoodien, les Golden People, la création du Star System tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les acteurs, actrices et réalisateurs ne sont plus de simples égéries. Face à la caméra, ils deviennent des icônes. Des visages plus connus encore que ceux des présidents ou des rois. Et cette incroyable notoriété, et l'oseille qui vient avec, les stars vont bien en profiter. Les villas mexicaines des célébrités sont alors le théâtre de fêtes fastueuses. Des soirées à thème voient fleurir déguisements fantasques, animaux exotiques et des décors onéreux spécialement réalisés pour l'événement. Mais surtout, des excès. En pleine prohibition, chaque semaine, les festivités sont fournies abondamment en alcool frelaté et en drogue en tout genre. Mais ces abus vont bien au-delà des fêtes. Si dans les loges on parle de se poudrer le nez, ce n'est pas pour définir la session maquillage de la dernière starlette des studios MGM. Mais ces outrances ont des conséquences. La légende dorée de la cité du cinéma éclipse tout et nous aveugle avec la lumière des projecteurs. Il existe pourtant un univers caché, un monde souterrain, une légende noire d'Hollywood. L'histoire de la cité des rêves est minée d'affaires d'addiction, d'alcoolisme, de VSS et de meurtres. Des stars naissent et des étoiles se consument. Et les tabloïds s'en donnent à cœur joie pour relater toutes ces affaires et en faire leur beurre. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que nous nous apprêtons à faire aujourd'hui. Quels cadavres se cachent sous les décors de la Babylone moderne? Quels secrets se passe-t-on dans les salons privés? Quelles tragédies se mettent en place dans les fêtes mondaines ou sur les planches de plateau? Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons traverser l'histoire morbide du cinéma américain. Dans cette vidéo, je vais vous présenter chronologiquement les affaires plus ou moins connues qui ont traumatisé la cité des rêves. Avant de débuter, je dois vous rappeler que ce vidéogramme aborde des thèmes sensibles pouvant heurter la sensibilité de certains ou certaines d'entre vous. Néanmoins, si vous vous sentez d'attaque, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Hollywood est une fête, oui, mais une fête macabre, où le vin se mêle au sang des stars du grand écran. Et c'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode des sombres histoires de l'art. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. La naissance d'une nation. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel film était considéré comme le premier blockbuster de l'histoire, ou en tout cas, comme la première superproduction hollywoodienne? Dans les années 10, la cité du cinéma n'en est qu'à ses balbutiements, mais ses ambitions sont déjà grandes. Le jeune Hollywood souhaite déjà concurrencer les films à gros budget européens avec des productions à grand spectacle. Et c'est D.W. Griffith, un réalisateur chevronné qui va s'attaquer à la réalisation de ce premier grand métrage nommé The Birth of a Nation, avec sa propre maison de production, Triangle Film Corporation. Et c'est là qu'arrivent les problèmes, puisque le premier blockbuster hollywoodien est un film à la gloire du Ku Klux Klan.
Dans La naissance d'une nation, Griffiths adapte à l'écran 2 romans de Thomas F. Dixon Jr., The Leopard Spot and The Klansman, An Historical Romance of the Ku Klux Klan. Un torchon raciste qui n'a d'historique que le nom, remodelant complètement l'histoire de la guerre de sécession et la période de la reconstruction. Avec cette trilogie, conclue par The Traitor, A Story of the Fall of the Invisible Empire, Dixon Jr. cherche à réécrire le récit des États esclavagistes américains pour en faire des martyrs asservis par les États abolitionnistes et surtout les Afro-Américains. Cette histoire imaginaire, il la tient de son oncle et de son père ayant combattu lors de la guerre de sécession, mais surtout, ce sont d'anciens membres du premier Ku Klux Klan. L'organisation xénophobe sera donc l'héroïne morbide de ses œuvres tout au long de sa vie. En 1914, Dixon Jr. rencontre Griffiths et lui parle du projet de faire adapter ses romans au cinéma. Le réalisateur est emballé, lui qui cherche à légitimer le 7e art auprès des classes bourgeoises grâce à l'histoire. Cette collaboration mènera donc à la sortie de La naissance d'une nation en 1915. Le film, à l'image du roman, déploie les fantasmes racistes les plus écœurants. The Birth of a Nation suit l'histoire de 2 familles américaines avant et après la guerre de sécession, l'une sudiste et l'autre nordiste. Dans la première partie, le réalisateur nous présente l'image romancée de l'esclavage aux États-Unis. Les Afro-Américains sont dépeints comme heureux de leurs conditions, chantant et dansant dans les champs de coton sous le regard bienveillant et paternel de leur maître blanc. Mais une fois la guerre finie, c'est ici que débute l'horreur. La reconstruction et l'abolition de l'esclavage sont mis en scène comme un drame. Le métrage décrit la mise en place d'une dictature noire, maltraitant, agressant les blancs et faisant régner la terreur. Dans une scène abjecte où une jeune fille est poursuivie par un homme noir, le film réactive le cliché raciste du noir violeur et assoiffé de vierge blanche. La jeune femme préférant mettre fin à ses jours plutôt que de tomber entre les mains de son agresseur. Le film envoie un message clair. Libérés de l'esclavage, les Afro-Américains sont perdus et retournent à la sauvagerie sans leur bon maître blanc pour les guider. Et j'ai oublié de le préciser, mais bien évidemment, tous les personnages noirs importants sont joués par des acteurs blancs grimés en blackface. Mais si vous pensiez avoir vu le pire, laissez-moi vous parler de la 3e partie. Dans le dernier acte, des hommes du Ku Klux Klan surgissent tels des chevaliers, prêts à sauver la veuve et l'orphelin. Montés à cheval, masqués et drapés de blanc, ils viennent rétablir l'ordre au milieu du chaos. Les cavaliers attaquent, matent et mettent fin à la dictature des Afro-Américains. Les Noirs sont capturés, lynchés, et une scène coupée montre même l'émasculation de l'agresseur de la fameuse jeune fille. Après cela, tout revient à la normale, l'Amérique est sauvée, mais surtout, l'Amérique renaît. Le film se présentant comme une reconstitution historique fidèle au-delà de tout propos idéologique. La naissance d'une nation est un film abject, réactivant les clichés racistes les plus crasses et remobilisant l'argumentaire écœurant d'une race blanche en déclin face à la dictature de minorités ethniques. Le suprémacisme blanc meurtrier est glorifié, au même titre que l'esclavage, et sont légitimées les agressions sur la simple base d'une couleur de peau. Et pour montrer toute l'imbécilité et le caractère mensonger du métrage de Griffiths, je rappelle que nous sommes à cette époque en pleine ségrégation aux États-Unis. Bien loin des combats que mèneront plus tard des figures comme Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X et que mènent encore aujourd'hui des associations militantes. Mais bien évidemment, je me bats ici avec des moulins à vent puisque la seule chose réelle dans l'idéologie du Ku Klux Klan, c'est sa haine irraisonnée. Mais j'en vois déjà certains me sortir en commentaire le fameux « mais c'est normal, c'était une autre époque, on ne peut pas regarder des œuvres anciennes avec notre regard actuel ». Eh bien, j'ai le malheur de vous dire que vous avez tort puisqu'à sa sortie, The Birth of a Nation est une bombe. Seulement 50 ans après la guerre de sécession, dans un contexte social tendu aux résurgences réactionnaires, l'Amérique se divise une nouvelle fois. D'un côté, en termes cinématographiques, la manière de filmer de D.W. Griffiths ainsi que les nouvelles techniques de narration et d'éclairage sont pionnières dans le domaine cinématographique. Mais surtout, le film est le plus gros succès hollywoodien de l'époque pour des décennies à venir, puisqu'il ne sera battu au box-office qu'en 1940 par Autant en emporte le vent. 10 ans après sa sortie, on estime qu'un quart de la population américaine a vu ce film. Et ce sera d'ailleurs la première œuvre cinématographique de l'histoire à être projetée à la Maison-Blanche. Mais plus macabre encore, La naissance d'une nation sera responsable de la renaissance du Ku Klux Klan. À l'époque, l'organisation n'existe plus depuis 1871, mais le film de Dixon Jr. et Griffiths va donner un second souffle à l'Empire invisible. Le clan est alors recréé dans une seconde incarnation encore plus violente et le film va même inspirer la nouvelle image de ce KKK 2.0. Des symboles, comme par exemple la fameuse croix enflammée, sont directement inspirés des scènes du film. The Birth of a Nation sera même utilisé comme outil de propagande par le clan pour recruter de nouveaux membres jusque dans les années 70.
Le film se porte aussi responsable de l'explosion des meurtres, viols et lynchages envers des personnes noires en 1915, le clan n'y étant certainement pas étranger. La naissance d'une nation est responsable de la résurgence d'une société secrète, aujourd'hui responsable de plusieurs milliers de morts à travers l'histoire. Néanmoins, le film a d'une certaine manière aussi apporté du positif. Bien qu'acclamé par une grande partie de l'Amérique blanche, les associations afro-américaines se soulèvent et organisent des émeutes et des manifestations à travers le pays, comme à Boston ou à Philadelphie. Des citoyens blancs, soucieux des droits civiques, s'ajoutent également à ce mouvement de manifestation. Les inscriptions à la NAACP, l'Association pour les personnes de couleur, explosent durant l'année 1915, l'association achevant son année avec plus de 10 000 membres. En réaction au film, le cinéma noir indépendant se crée peu à peu, avec des figures comme Oscar Micheaux, premier réalisateur afro-américain de l'histoire. La naissance d'une nation participe à l'éveil de la conscience noire aux États-Unis au début du XXe siècle. Un éveil qui mènera bien plus tard aux mouvements sociaux contre la ségrégation cités plus tôt dans ce chapitre. Griffith tentera de répondre aux critiques avec son film suivant, Intolerance, mais en vain. Le message général ressemblant plus à un réalisateur, pleurnichant sur le fait qu'on ait voulu le censurer qu'un réel mea culpa. Et vu que The Birth of a Nation n'est pas à une innovation près, l'écrivain Thomas Dixon Jr. réalisera en 1916 la première suite de l'histoire du cinéma avec The Fall of a Nation, un autre film inspiré d'un de ses bouquins, conçu comme un manuel de défense pour l'Amérique blanche. Cette suite est aujourd'hui considérée comme un lost media, les bobines ayant disparu, ne restant que la bande originale. Contrairement à son grand frère, le premier blockbuster, qui aura marqué le 7e art pour ses techniques filmiques innovantes mises au service de l'idéologie la plus écœurante qui soit. Mais la naissance d'une nation est aussi à l'origine d'un phénomène encore bien connu aujourd'hui, celui du cinéma comme livre d'histoire des Américains. Une histoire avec un grand H que les productions hollywoodiennes sont prêtes à tordre ou remodeler pour servir un récit, celui d'une mythologie, celle du roman national américain. La chute de Fatty. Je ne comprends pas. Un jour, je suis celui que tout le monde adore, le lendemain, celui que tout le monde adore détester. Pour ce second chapitre, passons dans un registre beaucoup plus gossip et policier. Notre histoire débute tout comme la précédente, dans la première dizaine du XXe siècle. À cette époque, le public jeune et moins jeune se divertit au cinéma devant les comédies burlesques de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd et Max Linder. Mais parmi ce quatuor de stars de l'humour, un cinquième nom a volontairement été oublié ou effacé de l'histoire, celui de Roscoe Arbuckle, surnommé Fatty. Fatty, c'est l'acteur préféré des enfants. Ce bonhomme, spécialiste des comédies tarte à la crème, enchaîne les gags sur la toile pour le plaisir des petits et des grands. Sa marque de fabrique, son embonpoint et sa grande agilité. Roscoe joue de ses caractéristiques physiques qui le rendent unique et particulièrement drôle. Aujourd'hui, vous connaissez certainement les Charlie Chaplin et les Buster Keaton. Pourtant, à l'époque, le roi du cinéma muet humoristique, c'est bel et bien lui. En 1917, la machine à faire rire décroche à la Paramount un salaire mirobolant de $50 000 par semaine. Une signature qui sera marquée par une nuit blanche de débauche mémorable à base d'alcool coulant à flot et d'une douzaine de filles engagées pour l'occasion. Mais la vie de Fatty n'a pas toujours été aussi grandiose. Né dans l'état du Kansas, le bébé Arbuckle arborait déjà une corpulence exceptionnelle à sa naissance. Si bien que son père, William Goodrich Arbuckle, refusera de le reconnaître pensant que l'enfant n'est pas de lui. Maltraité dès l'enfance, Roscoe rêve pourtant déjà de la scène, que ce soit par le chant ou le théâtre. Et le destin va d'ailleurs frapper à sa porte. En 1913, alors qu'il fait partie d'une troupe de théâtre, Fatty enchaîne les petits boulots pour combler les fins de mois. À l'époque aide-plombier, Mark Sennett, un éminent producteur hollywoodien, remarque Arbuckle lors d'une intervention à son domicile pour une histoire de conduite d'évacuation bouchée. Roscoe est engagé comme acteur chez les productions Sennett avec un salaire de $3 par jour. Toutes les pièces de l'incroyable success story sont en place et ainsi débute la carrière de Roscoe Fatty Arbuckle. Il enchaîne les tournages et les rôles principaux, effaçant même le nom de Chaplin lors de leur collaboration et révélant le jeune Buster Keaton. Pourtant, malgré que cette affaire porte son nom, on ne va pas parler plus longtemps de Fatty. Retenez simplement qu'à partir de 1915, sa vie oscille entre signature de contrats juteux et fêtes ou orgies alcoolisées en bonne compagnie. Mais l'on a bien trop souvent oublié la véritable héroïne de ce récit, son nom, Virginia Rape. Des femmes comme Virginia, Hollywood en a vu passer des centaines, si ce n'est des milliers.
Mannequin et designeuse à Chicago, elle fut remarquée par Mark Sennett alors qu'elle posait en couverture d'une partition de Let Me Call You Sweetheart. Lâchant sur la beauté de la dame, le producteur lui fit une offre pour qu'elle vienne travailler dans ses studios. Sans hésiter, elle accepta et c'est des rêves plein la tête que Virginia Rape fit ses valises, au revoir Chicago, direction Los Angeles. Alors oui, des femmes quittant tout pour des rêves de grande carrière, Hollywood en a vu des centaines. Et ce que Virginia ne savait pas, c'est que cette décision ferait basculer à jamais sa vie, mais surtout qu'elle ferait basculer à jamais l'histoire du cinéma. Dans un premier temps, Virginia enchaîne les seconds rôles dans les productions Sennett. Mais c'est après ses premières expériences que nos deux histoires se rejoignent. En couple avec le réalisateur Henry Lerman, celui-ci lui présente Roscoe Arbuckle sur le tournage de Joe Loves a Sweetheart. Et Fatty flasha immédiatement sur la jeune femme, et il ne s'en cachait pas. Regard baladeur, réflexion grivoise, Arbuckle voulait Madame Rape. Et c'est à cet instant que la vie de Virginia s'emballe. Elle décroche un premier rôle dans A Twilight Baby, une future production Fox, et Fatty lui propose même un autre rôle principal dans sa prochaine comédie. Et pour célébrer son renouvellement de contrat à 3 millions chez Paramount, il invite elle et son amie Bambina Maud Delmont à une soirée à San Francisco. Le monde lui tend les bras, pourtant, c'est ici que tout s'arrête pour Virginia. Les convives se retrouvèrent à l'étage du luxueux hôtel Saint-Francis. Fatty y avait réservé 3 suites attenantes. Une fois le jazz mis à la radio et les bouteilles sorties, la fête put enfin commencer. La cinquantaine de convives allaient et venaient dans les différentes suites, verre de gin à l'orange ou whisky à la main. Roscoe était ravi. Tout le monde savait qu'il aimait les femmes autant que l'alcool. Vers 3h du matin, alors que les bouteilles commençaient à s'entasser, Fatty alpagua Virginia et la conduisit vers la chambre 1221. Avant de fermer la porte à clé, il lâcha son fameux clin d'œil lubrique, signifiant que le grand moment était venu. Mais quelques instants plus tard, les festivités se stoppèrent net. Plus aucun invité n'osait parler dans la pièce. Un cri strident vint alors pourfendre le silence, puis un autre. Il se passait quelque chose de grave dans la chambre 1221. Les cris s'intensifièrent, puis on entendit frapper et remuer. L'ogre Arbuckle sortit de la chambre hilar, le chapeau de Virginia sur la tête, et lâcha aux filles de l'assemblée « Entrez, rhabillez-la, et emmenez-la au palace, elle fait trop de bruit !» Dans l'autre pièce, la jeune femme continuait de crier, et Fatty hurla « Tais-toi, ou je te jette par la fenêtre !» Bambina Delmont accourut dans la pièce, et découvrit l'horreur. Virginia était allongée, presque nue, et se tordait de douleur sur le lit. Elle n'arrêtait pas de répéter « Je vais mourir, il m'a fait du mal !» Les filles tentèrent de la rhabiller, mais ses vêtements étaient tellement déchirés que l'opération fut annulée. À l'hôpital de Pine Street, Virginia ne put chuchoter qu'une phrase à l'infirmière. « C'est Fatty qui m'a fait ça. Je vous en prie, veillez à ce qu'il ne s'en tire pas comme ça. » Elle sombra peu de temps après dans le coma, un coma dont elle ne se réveillera pas. 5 jours plus tard, le 10 septembre 1921, Virginia Rape s'éteint, emportant dans son sommeil éternel ses rêves de succès hollywoodien. À l'instant de l'annonce de sa mort, une machine se met en branle. Les producteurs de Fatty font en sorte d'étouffer l'affaire à coups de gros billets, dissimulation des preuves et autopsie bâclée. On n'aurait certainement jamais eu le fin mot de cette affaire si le docteur Michael Brown, pris de soupçon, n'avait pas intercepté les organes génitaux de Virginia avant qu'ils soient envoyés à l'incinérateur. Le Dr Brown mena sa propre autopsie et en vint à ses conclusions. Virginia a été victime d'une rupture de la vessie suite à des violences commises par un objet indéterminé, conduisant à sa mort par péritonite. Des révélations qui permirent de lancer une enquête de police. C'est à cet instant que l'affaire Roscoe Arbuckle ne relève plus du scandale, mais de l'histoire avec un grand H. Fatty est alors inculpé pour homicide volontaire et l'onde de choc que provoquera ce procès fera trembler les fondations d'Hollywood. Dans un premier temps, tout le monde est sonné. Comment Fatty, le grand bonhomme préféré des enfants, a-t-il pu faire une chose aussi horrible ? Et c'est bien ce contraste qui intéressera les tabloïds. La presse s'en donna à cœur joie pour couvrir l'affaire, rapportant même de fausses informations du moment que cela vendait du papier. Des rumeurs commencèrent à circuler. Les plus burlesques prétendirent que Roscoe avait tout simplement écrasé la petite Virginia sous ses 120 kilos, mais une version plus sérieuse et moins grossophobe retient particulièrement l'attention. Une version dans laquelle Arbuckle, furieux de son impuissance due à l'alcool, aurait saisi une bouteille de Coca-Cola ou de champagne pour pénétrer violemment Virginia avant de recommencer avec un morceau de glace coupant. Il faudra 3 procès de 1921 à 1922 pour venir à bout de cette histoire.
Malheureusement, comme dans beaucoup d'affaires de ce genre, Fatty sort blanchi. La défense démontant les récits des témoins tous ivres lors de la mort de Virginia et les médecins concluant à une mort naturelle de l'actrice. Les derniers jurés n'ayant délibéré que 6 minutes pour conclure à l'innocence de Roscoe Arbuckle, malgré le fait que les 2 précédents jurys les désignaient comme coupables. Néanmoins, Fatty ne s'en sortira pas à si bon compte. Malgré la féroce volonté de remettre un pied devant la caméra, celui-ci fut mis au banc du métier d'acteur. Il continua sa carrière sous le nom de William Goodrich en tant que réalisateur et inventeur de gags. Jusqu'à la fin de sa vie, quand on le croisait dans la rue, on entendait siffler près de lui « I'm coming, Virginia ». Seul son vieil ami Buster Keaton lui rendait encore visite. C'est après une tentative de retour dans des courts-métrages en tant que rôle principal que ruiné, brisé et totalement alcoolique, Roscoe Fatty Arbuckle s'éteint le 28 juin 1933 à l'âge de 46 ans. L'affaire Arbuckle marque un tournant capital dans l'histoire d'Hollywood. Le nom de la cité du cinéma est désormais sali et rattaché à d'autres affaires sordides. Pour la population, le quartier paisible de Los Angeles ne porte plus le nom de l'usine à rêve, mais de l'usine à scandale. Mais les dirigeants hollywoodiens comptaient bien mettre un terme à cette mauvaise réputation. Le livre de l'Apocalypse. Notre devoir envers la jeunesse est primordial, envers cette chose sacrée, l'esprit d'un enfant, envers cette chose pure et vierge, cette page blanche, envers tout cela. Nous devons faire preuve du même sens de la responsabilité, du même souci de la marque qu'on y imprime, que le meilleur des enseignants, le meilleur des pasteurs ou le plus inspiré des éducateurs. L'affaire Roscoe Arbuckle n'est pas la seule à effriter le vernis autrefois impeccable de la cité du cinéma. En plus du suicide de la star Olive Thomas à Paris qui révélera son addiction à toutes sortes de drogues, à la même période, l'un des producteurs d'une filiale de Paramount, William Desmond Taylor, est retrouvé mort d'une balle dans le dos. Les pontes de la Paramount et les amis de Taylor furent prévenus en premier. Ils débarquèrent tous dans le bungalow du réalisateur-producteur et au lieu d'appeler immédiatement la police, le joyeux groupe s'attela à une tâche hautement plus importante : effacer les preuves. On récupéra les correspondances cochonnes, les bouteilles d'alcool furent jetées et vidées, et on rassembla tout autre dossier compromettant pouvant faire du tort à la Paramount. Si bien qu'à l'arrivée de la maréchaussée, un magnifique feu de cheminée flambait tranquillement dans un coin de la pièce. Mais malgré ce magnifique nettoyage de printemps, il y eut tout de même quelques pots cassés. On découvrit dans un recueil de poèmes érotiques d'Aleister Crowley une lettre rose contenant quelques mots d'amour et signée du monogramme MMM. Taylor avait une liaison avec la star Mary Mice Minter, jeune actrice phare de la Paramount dans les rôles d'ingénue, à savoir qu'elle n'avait à l'époque que 22 ans et Taylor presque la cinquantaine. Les journaux firent leur chou gras sur les frivolités de l'innocente MMM, mais ce n'est pas tout. L'enquête révélera que l'actrice Mabel Normand fut la dernière à avoir vu Taylor vivant, positionnant son nom tout en haut de la liste des suspects. Le premier de nombreux scandales qui mèneront inéluctablement à la fin de sa carrière. Mais c'est aussi la mémoire de Taylor qui en prit un coup. La presse découvrit que son vrai nom était en réalité William Dean Tanner, un père de famille ayant abandonné femme et enfants en disparaissant du jour au lendemain pour vivre le rêve hollywoodien. Et surtout, qu'il entretenait des liaisons simultanées avec Mabel Normand, Mary Mice Minter et Charlotte Shelby. Le chaud lapin avait même un tiroir où il conservait les culottes, soutiens-gorge et chemises de nuit de ses conquêtes. Et je vous passe le volet drogue de cette affaire, où l'Amérique apprit que tout ce joyeux monde passait d'excellentes soirées en compagnie d'un autre couple nommé opium et cocaïne. Bref, vous commencez à connaître le refrain, scandale, scandale et encore scandale. Au final, l'affaire William Desmond Taylor ne fut jamais réellement résolue. Et à vrai dire, le public et la presse s'en fichaient pas mal. Ce qui comptait réellement, c'était toutes les révélations sur la face cachée d'Hollywood. Mais dans les grandes strates des maisons de production, c'était le branle-bas de combat face à cette situation de crise inédite. Il fallait trouver une solution pour redorer l'image de l'usine à rêve. Et en pleine Amérique puritaine du début du XXe siècle, il fallait frapper un grand coup de répression. Et pour passer un grand coup de nettoyage dans l'institution, Hollywood va s'inspirer du monde du baseball. Suite à l'affaire des Black Sox de 1920, un scandale dans lequel 8 joueurs des White Sox furent bannis de la Ligue majeure suite à une histoire de match truqué, la MLB décide de faire appel au service d'un juge, Keneshu Mountains Landis, et le nomme commissaire. Landis a un pouvoir absolu pour que tout le monde se tienne tranquille. Et les dirigeants d'Hollywood vont piquer l'idée pour créer leur ministre de « Restons réglo, les gars ».
Et c'est William Harrison Hayes, le ministre des Postes sous le président républicain Harding, qui obtient le poste. Pour la coquette somme de $100 000 par an, son rôle est simple, faire en sorte que les bonnes mœurs soient respectées à Hollywood. Il devient alors président de la Motion Picture Association, une organisation encore bien connue de nos jours, puisqu'elle attribue encore aujourd'hui les fameuses classifications PEGI 30 ou Rated R, un poste qu'il occupera jusqu'en 1945. Et avec le règne de Hayes commence la terreur. Les films seront purifiés de toute immoralité ou indécence, et des hordes de détectives privés seront envoyés partout dans Los Angeles pour rapporter les moindres faits et gestes des Golden People. Les stars seront désormais des moines ou des nonnes au service de la pureté. Un ensemble de règles puritaines qui auront le droit à une consécration sous la forme d'un code de conduite et de production, le code Hayes en 1930. Mais le véritable chef-d'œuvre de la MPA porte un autre nom, celui de Doom Book. Ce livre noir était en réalité un registre tenu secret par le grand Manitou de la police des mœurs. À l'intérieur, on pouvait y trouver pas moins de 117 noms d'acteurs ou d'actrices jugés indésirables, dépravés ou inappropriés pour le jeune public. En résumé, chaque nom contenu dans cet ouvrage était blacklisté d'Hollywood. Entre ces pages, on pouvait lire tous les petits secrets bien gardés des Golden People, récoltés par les services secrets de Hayes. Et c'est avec l'avènement du code Hayes que s'achève l'histoire des scandales hollywoodiens. Non, je me moque de vous. Si la répression et l'autoritarisme abusif marchaient, ça se serait depuis bien longtemps. Alors maintenant, passons au prochain scandale. Le prix de l'excès. La célébrité était grisante, jusqu'à ce qu'elle devienne épuisante. L'argent était agréable, jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à acheter. Le Doom Book aura un certain retentissement dans les milieux mondains du 7e art. Désormais, chacune et chacun des actrices, acteurs, producteurs et réalisateurs craignit de voir leur nom apparaître dans les petits papiers de Hayes. Mais ce n'est pas pour autant que la fête était finie. Les soirées dans les grands hôtels trop peu discrets laissèrent place à des fêtes nocturnes dans les haciendas de Los Angeles. On faisait simplement attention à bien tirer les rideaux au moment de sabrer le champagne ou de commencer les cochonneries. Et bien que la prohibition batte encore son plein, il n'était pas difficile pour ces richissimes célébrités de s'approvisionner auprès de bootleggers en quantité pharaonique d'alcool, ou d'autres drogues tout aussi mortelles. Plusieurs étoiles s'éteignirent d'ailleurs à l'ombre d'une bouteille, comme par exemple Art Accord, star montante du western à qui Universal coupa les ailes en rompant son contrat à cause de son alcoolisme. Malade et tombé dans l'oubli, on le retrouvera empoisonné dans sa chambre d'hôtel à Chihuahua, au Mexique. On peut aussi citer le nom de Leo Maloney, grand acteur au palmarès de 183 films et réalisateur sur 48 métrages, qui s'éteint d'une crise cardiaque lors d'une fête donnée en l'honneur de sa dernière création, Overland Bound. Un arrêt du cœur, certainement produit par sa maladie, l'alcoolisme. Et l'on pourrait s'épancher encore longtemps sur une liste de décès longue comme le bras, causés par la drogue. Mais il faut rappeler une chose, c'est que les méthodes de Hayes et du Doom Book sont aussi responsables de nombreuses morts. Au moment de la nomination de William Hayes, la Paramount est en panique. Après les pertes engendrées par l'affaire Arbuckle et l'affaire William Desmond Taylor, la société de production est mal en point. Et pour parachever le tout, Adolphe Zukor, le grand Manitou de la société à la montagne bleue, reçoit sur son bureau le fameux Doom Book du commissaire. Et en tête du blacklisting se trouve un nom, celui de Wallace Reed, la superstar actuelle de Zukor. Wallace, qui a d'ailleurs joué dans un film que nous avons vu précédemment, La naissance d'une nation. Dans un premier temps, la société ne voulait pas ébruiter l'affaire. La perte de Wiley Reed aurait des conséquences graves qui, dans les pires scénarios, mèneraient à la fermeture pure et simple de Paramount. Mais vous le savez aussi bien que moi, à Hollywood comme partout ailleurs, les rumeurs vont vite. Des premières infos fuitèrent sur le Doom Book, et les tabloïds commencèrent à parler de la potentielle place de Wallace Reed en tête du classement. Pour atténuer le futur drama en approche, les pontes de Paramount incitèrent fortement Dorothy Davenport, la femme de Reed, à l'interner dans un sanatorium privé. Mais cette décision mit le feu aux poudres. La presse mise au courant, elle ne tarda pas, grâce à des titres aguicheurs et en grosses lettres, à renseigner la population sur l'addiction de Wallace à la morphine. Un emballement qui causera sa perte. Wallace Reed mourut en 1923, seul et abandonné, dans sa cellule capitonnée à l'âge de 31 ans. Coupé de la morphine, pris en charge par une médecine plus punitive que guérissante, et surtout abattu par le battage médiatique, avec le sentiment qu'on ne lui avait laissé aucune chance.
Sa femme Dorothy partit en croisade contre le trafic de drogue en préparant un futur film sur l'addiction de son mari nommé Human Wreckage. Un movie parfaitement édulcoré sous le regard bienfaiteur de William Harrison Hayes. Mais l'affaire Wallace Reed révèle l'élément fondamental de cette période d'Hollywood. Elle révèle le schéma et le cercle vicieux presque programmé de la descente aux enfers des stars. Car Wally n'est pas tombé dans la morphine pour son bon plaisir. La Paramount lui avait imposé un rythme exténuant de tournage. Alors pour tenir face à la fatigue, un homme aux intentions douteuses lui avait proposé une petite dose du médicament. Et dans un premier temps, ça aide vraiment. Wallace terminait ses prises à l'heure, mais avec le temps et l'accoutumance, le petit remontant devient un poison. Besoin de doses de plus en plus fortes pour ressentir les effets. Si bien que lors de son dernier film, il fallut le faire tenir debout pour enregistrer les derniers rushs. Et une addiction ne commence pas sur votre lieu de travail et s'arrête gentiment sur le palier de la porte de votre maison. Alors quand on n'a pas sa dose quotidienne, on essaye d'autres drogues, comme l'alcool par exemple. Et puis un jour, on apprend que vous consommez des substances illicites. Par peur des retombées de la presse, on vous interne dans des hôpitaux ou des sanatoriums à la médecine douteuse. Dans une Amérique puritaine et religieuse, on vous blâme pour vos péchés et vos excès, plutôt que d'avoir de la compassion pour vous et vous traiter en personne malade. Alors soit vous mourrez du traitement, soit à votre sortie vous êtes ruiné par les frais médicaux et votre célébrité anéantie. Alors vous retombez dans la seule chose qui vous réconforte et qui peut vous rappeler les bons souvenirs de cette époque révolue, et vous mourrez à petit feu. Le schéma du scandale dans le Hollywood de cette époque est simple. Une jeune américaine ou un jeune américain, des rêves plein la tête, abandonnent tout pour le nouvel Eldorado de la célébrité. Pour les rares qui réussissent, leur nouvelle notoriété leur fait perdre pied. On adopte alors un mode de vie luxueux et bourgeois, on dépense sans compter car la gloire semble éternelle. Et pour tenir le rythme du travail, on prend une première dose, ou tout simplement parce que dans les soirées privées, entre Golden People, tout le monde le fait. Alors on met les deux pieds dedans. Mais tout se sait un jour, et là, le château de cartes s'effondre. Vous apparaissez en gros titre dans les tabloïds, mais plus pour parler de vos succès au cinéma. La population puritaine vous houspille, et vu que votre nom désormais sali n'est plus bankable, les sociétés de production vous lâchent. Suite à des procès ou des tentatives ratées de revenir sur le devant de la scène, vous n'avez plus rien. Vous terminez ruiné, malade et isolé. Car à ce stade, comment retourner à une vie simple quand vous avez connu la lumière des projecteurs ? Mais je vous rassure, alors que tout le monde observait chaque mouvement de votre chute découpée à la pellicule, une autre star, plus jeune et pas encore marquée par le dur milieu du cinéma, a pris votre place. Et ainsi, le cycle peut recommencer. Alors, je préfère mettre les choses au clair tout de suite. Je ne suis pas en train de défendre les stars déchues comme Roscoe Arbuckle, dont la déchéance est amplement méritée au vu des actes horribles qu'il a commis. Je pense plutôt aux hommes cités plus tôt, et surtout aux femmes comme Mabel Normand, écartée du monde du cinéma après sa potentielle implication dans l'affaire Desmond Taylor. Elle meurt de la tuberculose à 37 ans, loin des plateaux. Ou encore Juanita Hansen, dont la cocaïne a ruiné la carrière jusqu'à faire une tentative de suicide en 1941. Ou Barbara Lamar, superstar de MGM, qui s'éteint à 29 ans d'une tuberculose et d'une néphrite, certainement induite par l'usage de drogue. Ou bien Alma Robbins, morte en 1931 à l'âge de 33 ans d'une pneumonie causée par son addiction à l'héroïne. Et soyez certains que des destins comme cela, il y en aura d'autres dans cette série de vidéos. Le sale secret de Charlot. Eh bien les gars, c'est toujours mieux que la prison, mais ça ne durera pas. Ah, Charlie Chaplin. Je suis sûr qu'à la simple prononciation de ce nom, vous avez tout de suite en tête son personnage iconique, Charlot, flanqué de sa mythique moustache, son chapeau melon et sa canne. Un rôle de vagabond qui fera sa renommée, effaçant même le comédien derrière le personnage. Encore aujourd'hui, Chaplin fait rire petits et grands. Certains d'entre vous l'auront peut-être découvert comme moi à l'école, au cours d'une séance cinéma improvisée devant les temps modernes. Et beaucoup n'ont certainement jamais vu ses films, mais ont au moins en tête son visage grimé. Car il faut le dire, Charlie Chaplin est un monstre sacré du cinéma, qui a certainement apporté autant à la comédie que Molière en son temps. Pourtant aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la filmographie burlesque du réalisateur-acteur, mais bien de l'aspect sombre de l'homme derrière son chapeau melon, sa relation avec les enfants. Car oui, Charlie aimait les faire rire, mais il avait aussi des tendances beaucoup plus problématiques. Dans les années 10 et 20, Charlie n'aime pas les soirées extravagantes données par ses pairs. Alors bien sûr, il se rend de temps en temps chez ses amis, mais il n'organise jamais de réception chez lui.
Il préférait passer du temps à concevoir ses propres studios ou s'adonner à une autre de ses passions, les femmes. Dans sa villa, il en défilait nuit et jour pour satisfaire l'appétit de l'ogre Charlie. Son nom fut associé à de nombreuses stars, comme Edna Purviance, Lila Lee, Josephine Dunn, Anna Nilsson, Thelma Morgan Converse, May Collins, Claire Windsor, Claire Sheridan et Paula Negri. Et les rumeurs allaient bon train quant à l'attirail du monsieur. Mais les femmes qui lui convenaient le mieux, c'étaient les jeunes, voire les très jeunes demoiselles. Comme pour beaucoup de pédophiles, les enfants étaient un symbole de pureté, d'innocence et de beauté. Et ses penchants criminels vont lui apporter très tôt des problèmes dans sa carrière. En 1918, il fait la rencontre de Mildred Harris alors qu'elle n'avait que 16 ans, lui ayant presque déjà la trentaine à l'époque. Très vite, Mildred lui fait croire qu'elle est enceinte de lui. Chaplin panique, les relations avec les mineurs étant interdites en Californie dans un cadre extra-conjugal. Il la marie aussitôt pour éviter la prison. Ils auront finalement un véritable enfant. Elle faillit mourir en couche et Norman le bébé naîtra handicapé et mourra seulement 3 jours après sa naissance. Le couple, si on peut appeler cela ainsi, ne survivra pas à l'épreuve et divorcera en 1921. Mais ce n'est pas pour autant que Charlie ne va pas continuer ses incartades avec des mineurs, surtout que durant leur mariage, il était loin d'être fidèle. En 1915, il avait déjà fait la rencontre de Lolita McMurray, à l'époque âgée de 7 ans dans le salon de thé où travaillait sa mère. Chaplin avait tout de suite flashé sur le regard de l'enfant. Lolita ne tarda pas à travailler pour Chaplin en tant qu'enfant figurant. À ses 13 ans, elle obtint même un rôle important dans le premier long métrage de Charlot, The Kid. Une apparition plus qu'étrange au vu de la future histoire entre l'acteur et la très jeune fille. Dans The Kid, elle apparaît en ange, aguichant Charlot au paradis et embrassant plusieurs hommes dont le personnage de Chaplin. Je rappelle encore une fois qu'elle a 13 ans à l'époque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vers ses 14 ans, l'oiseau de proie Charlie a patienté assez longtemps. Il débute une idylle avec la jeune Lolita qui désormais sous son nom de scène s'appelle Lita Gray. Sur le tournage de The Gold Rush, c'est la stupeur. L'actrice de 16 ans est prise de mal de ventre en pleine scène. À cet instant, toute l'équipe technique comprend. La jeune fille est enceinte. Et là, rebelote, un mariage express est organisé pour éviter la prison à l'acteur, et c'est le début de nouvelles embrouilles. Alors bien évidemment, la presse s'empare du sujet, et les relations de Charlie Chaplin avec les enfants fait déjà scandale à cette époque. Une vague de détestation envers Chaplin monte, que ce soit au niveau du public ou des institutions américaines. Institutions avec lesquelles l'acteur n'était déjà pas en odeur de sainteté. Mais surtout, on voit fleurir des titres de journaux assez terrifiants comme par exemple « Charlie et sa femme-enfant ». Même si une majorité de la population ne tient pas rigueur à Chaplin pour cette histoire. Comme pour son histoire précédente, le mariage débuté en 1924 entre Lita Gray, désormais renommée Madame Charlie Chaplin, et l'acteur ne durera pas longtemps. Après 2 enfants, le couple divorce en 1927 après 3 années de mariage chaotique. Le procès étant l'apothéose du drame, finissant sur la mère de Lita cherchant à récupérer le maximum d'argent du réalisateur après avoir volontairement poussé sa fille dans les bras de ce pédophile. Et avec la fuite intentionnelle de la demande de divorce de Lita dans les journaux narrant toutes les, ouvrez les guillemets, déviances sexuelles qu'imposait l'acteur à sa jeune femme. Le procès est tellement un scandale que Charlie Chaplin devra mettre en pause le tournage de son film The Circus pour s'exiler hors des États-Unis. Mais vous vous en doutez, l'histoire de ce bon vieux Charlie avec les jeunes femmes ne s'arrête pas ici. Après son 3e mariage avec Paulette Goddard en 1936, l'actrice culte des temps modernes, Chaplin se trouve une autre protégée du nom de John Barry après son divorce de 1941. C'est une jeune femme de 21 ans alors que lui en a déjà 52 à l'époque. La relation se détériore rapidement, que ce soit sur le plan professionnel comme personnel, après 2 avortements orchestrés par le cinéaste et une mise au banc de la jeune femme sur ses projets cinématographiques. Folle de rage, John Barry s'introduit dans le domicile de Charlie une nuit et le menace avec un revolver acheté chez un prêteur sur gage plus tôt. Chaplin, très amusé et excité, fera lâcher l'arme des mains de son ex-protégé. Après cette scène, les 2 individus feront apparemment l'amour devant la cheminée. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Après un long harcèlement de Barry sur Chaplin qui l'amèneront à 30 jours de prison et une interdiction de séjour à Los Angeles, leur relation semble se calmer. Mais au moment de son mariage avec sa 4e femme, Una O'Neill, âgée de 17 ans, Joan Barry réapparaît enceinte, annonçant que l'enfant est celui de Chaplin, conçu lors de la soirée devant le feu de cheminée.
Et c'est encore un nouveau procès qui s'engage pour le réalisateur du Dictateur. Bien que les tests sanguins prouvant que le cinéaste n'est pas le père de l'enfant, il est tout de même condamné à verser une pension alimentaire jusqu'à ce qu'il ait 21 ans en guise de réparation. Bien des années plus tard, le comportement jugé à l'époque hystérique de la jeune femme sera expliqué lorsqu'elle sera internée à l'hôpital psychiatrique de Peyton. En effet, à 33 ans, la jeune femme est retrouvée nue, portant des sandales et une bague pour enfants, en murmurant « C'est magique ». L'explosion d'une maladie psychologique dont des symptômes étaient certainement déjà présents à l'époque de sa rencontre avec Charlie Chaplin. Voilà donc pour l'histoire ou l'affaire Charlie Chaplin, le prédateur. Le cinéaste peut s'estimer heureux d'avoir pu échapper à toutes ces affaires sans trop d'égratignures. Je vous dirais bien que de tels comportements ne seraient aujourd'hui plus possibles dans le monde actuel du cinéma. Vous verrez dans les prochaines parties que ce n'est malheureusement pas le cas. Mais Charlie peut s'estimer doublement heureux, puisqu'il est le survivant d'un autre cataclysme. Un cataclysme qui a rabattu toutes les cartes à Hollywood. La fin d'un monde et le début d'un nouveau. Un Ragnarok culturel qui emporta de nombreuses vies humaines. Le parlant, une condamnation à mort. Nous étions comme des libellules. Nous donnions l'impression de rester suspendus en l'air sans le moindre effort. Mais en réalité, nos ailes battaient vite, très, très vite. En 1927, il se passe ça. Nothing but blue skies from now on. You like that, Mama? I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. Oh, darling, will you give me something? What? You'll never guess. Shut your eyes, Mama. La fin des années 20 marque un tournant culturel et économique pour les États-Unis. En 1927, le premier film semi-parlant est projeté dans les salles de cinéma, Le chanteur de jazz. Même si son titre de premier film parlant est aujourd'hui contesté, des expérimentations ayant déjà eu lieu dans les années 10 et le film étant encore à 80% muet, il faut néanmoins spécifier que c'est le succès de cette production Warner Bros dans les salles obscures qui va convaincre les grandes maisons comme la 20th Century Fox d'investir en masse dans les technologies sonores. Et on notera au passage qu'à nouveau une grande innovation technologique et cinématographique est mise en avant par un film représentant des clichés racistes envers les Afro-Américains. L'arrivée du cinéma parlant est une véritable révolution à Hollywood. Au départ, la presse cinéma est très critique envers cette mutation du 7e art, la qualifiant de petit film sans aucune forme de subtilité. Mais comme on le répète souvent, le cinéma est un art certes, mais aussi une industrie. Et le maître mot à Hollywood, comme ailleurs, c'est l'argent. Alors quand le public accueille ce changement les bras ouverts, payant par centaines de milliers des tickets pour voir le chanteur de jazz, le film rapportant sur le sol américain plus de 3 millions de dollars, les maisons de production font rapidement le calcul. La manière de produire un film change alors du tout au tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment marche un vitaphone ou l'enregistrement optique d'une pellicule, mais il faut bien comprendre qu'un tournage d'un film muet ou parlant, c'est le jour et la nuit. À notre époque, cela nous paraît évident. Mais il faut désormais vider les plateaux de tout objet faisant le moindre bruit, les caméras trop bruyantes sont isolées dans des cabines insonorisées avec le chef opérateur, les tournages sont beaucoup plus longs car désormais aux erreurs de mise en scène viennent s'ajouter celles du texte et de bruits parasites. À l'époque du muet, un studio pouvait produire 900 à 1000 films par an, on tombe à 5 ou 600 avec le parlant. Au niveau artistique, beaucoup sont critiques de ce nouveau cinéma. En effet, le muet a permis de développer des techniques de mise en scène exceptionnelles, comme les travelling et les panoramiques. Mais avec un procédé d'enregistrement plus statique et lourd, le 7e art perd de sa folie. Néanmoins, les studios ne passent pas au tout parlant du jour au lendemain. C'est à cette époque que naissent les fameux films de série B. Des productions moins chères, toujours muettes et rapides à sortir en salle. La naissance d'un cinéma alternatif qui fera son petit bout de chemin dans l'histoire. Même si au fur et à mesure le muet s'efface peu à peu des toiles blanches, entraînant avec lui une hécatombe d'actrices et d'acteurs. En plus de l'arrivée révolutionnaire du parlant, l'Amérique tout entière doit faire face au krach boursier de 1929. Les États-Unis s'enfoncent dans un état de pauvreté encore jamais vu. On voit pour la première fois des queues d'enfants sur plusieurs rues pour la soupe populaire, et de nombreux désœuvrés du capitalisme envahissent les rues ou les bidonvilles pour mendier quelques bouchées de pain. C'est la famine. Mais la Grande Dépression n'impacte pas tant le milieu du 7e art. Malgré la situation économique critique, les Américains des classes moyennes et bourgeoises continuent d'aller dans les salles obscures. Le cinéma et l'art en général permettant d'oublier un peu les heures troubles de l'époque, comme un remède à une dépression cette fois beaucoup plus personnelle.
Mais les Golden People, eux aussi, sont touchés par ces deux cataclysmes. Celles et ceux qui n'arrivent pas à s'adapter à ce nouveau cinéma tombent peu à peu dans l'oubli, ou préfèrent mettre fin à leur jour au sommet de leur gloire. Certains qui vivent dans l'opulence depuis des années, dépensant sans compter et sans penser au lendemain, finissent ruinés. Et parfois, c'est simplement un mélange des deux. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on voit pour la première fois apparaître le terme « has-been ». Vous le sentez venir, des têtes vont tomber. Certaines stars eurent des chutes plus silencieuses, tombant simplement dans l'oubli et la pauvreté comme Buster Keaton. Le génie du muet cadenassé par les studios, qui ne lui laissent aucune liberté artistique, il plonge dans l'alcool et est interné en clinique psychiatrique suite à une dépression. Clara Bow chuta dans la mythique affaire des modulateurs. Alors qu'elle tentait une transition dans le cinéma parlant avec le film The Wild Party, elle devait tourner une scène dans laquelle elle entrait dans un dortoir de filles en lâchant la réplique « Bonjour tout le monde !» Lorsqu'elle prononça la phrase, sa voix si aiguë fit exploser les modulateurs de la salle d'enregistrement. Une affaire qui, d'après la légende, lui ferma définitivement les portes du nouveau cinéma. Mae Murray fit aussi partie de ces victimes discrètes de la période. Mariée à un prince géorgien, elle tenta comme beaucoup une transition dans le parlant. Une tentative qui ne fut pas couronnée de succès. Les critiques fustigèrent la jeune femme, causant une fin de carrière abrupte. Son mariage avec le beau prince de l'Est de l'Europe fut rompu au même titre que ses contrats. L'ironie, c'est que c'est son ex-mari qui l'avait convaincu d'annuler son engagement avec la MGM. Pour ses vieux jours, Murray finira dans une maison de retraite pour gens du spectacle jusqu'à sa mort en 1965, complètement oubliée. Cocasse pour celles qui pensaient que la célébrité était un droit divin que devait le public à ces dieux du grand écran. Ils sont nombreux à s'être retirés des plateaux, mais tous n'ont pas mal terminé. Conrad Nagel fit un retour tonitruant sur les planches de théâtre. Charles Farrell terminera à la télévision et même en politique dans les années 50 en devenant maire de la communauté de Palm Springs. Colleen Moore devint femme d'affaires créant une société de production télévisuelle. À côté, elle était écrivaine et investie dans l'immobilier. Et Norma Talmadge sera à l'origine d'une tradition encore bien connue de nos jours pour les stars de cinéma. Laisser ses empreintes de main sur le parvis du Grauman's Chinese Theatre. Une coutume qu'elle a débutée par accident en marchant dans une flaque de ciment humide. Comme vous le voyez, tous les Golden Boys and Girls que nous avons suivis jusqu'à présent n'ont pas terminé dans le caniveau ou une corde autour du cou. Mais si vous êtes ici, je le sais, c'est pour voir du sang. La première à ouvrir le bal d'Hollywood pour un massacre fut Jean Ingalls, en s'injectant dès 1929 une dose mortelle d'héroïne. En 1930, plutôt que d'affronter la vie ailleurs qu'au sommet, Milton Siles mit un sacré coup de volant pour envoyer sa limousine flambant neuve dans le virage de la mort de Sunset Boulevard. En 1931, le beau gosse Robert Ames s'asphyxia au gaz. En 1934, Carl Dane, qui à cause de son fort accent danois dut renoncer au parlant, opta pour une solution beaucoup plus basique mais ayant fait ses preuves, un revolver sur la tempe. L'une de ses morts en série les plus mystérieuses restera certainement celle du célèbre réalisateur Paul Bern. Son majordome le retrouva nu, affalé devant un miroir, recouvert du parfum de sa femme Jean Harlow et assorti de 2 balles dans la tête. De nombreux ragots circulèrent sur les raisons de son suicide, car l'homme avait laissé une lettre. On parla des problèmes d'érection de Paul et de son utilisation d'étranges objets pour remplacer sa lance, ou bien de la découverte par sa femme d'une double vie avec son ex-compagne, l'actrice Dorothy Millette, qui se noiera quelque temps plus tard dans le fleuve Sacramento. Mais plus étrange encore, certains contestent l'authenticité de sa lettre d'adieu, lâchant des rumeurs de meurtre maquillé. La terrible liste de l'hécatombe du parlant ne s'achève pourtant pas ici, l'Oscar de la mise en scène la plus atroce revenant certainement à Lou Telgun. On découvrit en 1935 l'acteur accroupi et nu dans sa chambre, entouré de coupures de journaux, de photos et d'affiches relatant sa gloire passée, mais désormais imbibé de sang. Lou avait choisi une méthode japonaise pour son dernier grand spectacle. On retrouva sur son ventre éviscéré une paire de ciseaux gravés au nom de Telgun. Il avait mis fin à ses jours par harakiri. L'événement fit sensation, bien qu'il rappela fortement la mise à mort de Max Linder quelques années plus tôt. La même année que Seals et Telgun, George Hill, le réalisateur de The Big House, se fit sauter le caisson à coups de fusil de chasse. Mais c'est bien la fin de John Gilbert qui fut la plus sensationnelle d'entre toutes. En 1928, il était la vedette la mieux rémunérée de l'année, avec un salaire de $10 000 par semaine à la MGM. En 1929, il se trouvait en pleine mer et en lune de miel quand le krach boursier éclata.
Lui qui avait investi massivement dans des actions à Wall Street posa le pied à terre, complètement ruiné. Il ne lui restait que son contrat pour se relancer. Il tenta alors sa transition dans le parlant. Ses premiers films étaient des navets conspués par la critique comme le public. L'Assemblée qualifiant son premier parlant de spectacle à hurler de rire et sa voix comparée à un petit gémissement monocorde. Aujourd'hui, des rumeurs racontent que ce sont les pontes de la MGM qui ont volontairement demandé à dérégler la tonalité de sa voix pour mettre un terme à sa carrière. Par la suite, Gilbert enchaîna des films beaucoup plus respectables, parfois écrits par lui-même et avec une élocution parfaite. Mais le mal était fait. Tout le monde voyait déjà John Gilbert comme un homme fini. John se vengea sur l'alcool fort, une vengeance qui l'emportera dans la tombe suite à une crise cardiaque. Pour achever ce chapitre, sans mauvais jeu de mots, j'aimerais vous présenter une mort tout en symbole. En 1932, cela fait seulement 5 mois que la jeune comédienne Peg Entwistle a quitté les théâtres de Broadway pour l'aventure hollywoodienne. Elle enchaîne quelques pièces de théâtre alors qu'elle habite chez son oncle et trouve enfin un contrat avec les studios RKO. Malheureusement, son premier film en tant que second rôle, nommé 13 femmes, est moqué par la critique. Son contrat au cinéma est rompu. Par la suite, elle tente de dégoter un nouveau contrat, mais sans succès. La jeune fille tombe alors en grave dépression et fait quelques photos de charme pour subsister. Le 16 septembre 1932, elle dit à son oncle qu'elle sort faire quelques courses. Pourtant, elle n'emprunte pas le chemin du magasin, mais celui du Mont Lee. En arrivant au sommet, qui sur son flanc arborait encore 13 lettres, celles de Hollywoodland, elle dépose soigneusement ses affaires, puis emprunte l'échelle d'entretien de la 13e lettre, le H. Une fois tout en haut, elle se jette dans le vide. Son corps disloqué est retrouvé 2 jours plus tard par la police. Les enquêteurs auront du souci à se faire car la jeune femme lancera une mode tragique. Les grands caractères devinrent alors une porte de sortie pour des stars en détresse. Ironie tragique de cette histoire, l'oncle de Peg recevra du courrier 2 jours plus tard, expédié la veille de sa mort. La lettre contenait une proposition de premier rôle au théâtre. Un rôle dans lequel son personnage mettait fin à ses jours dans le 4e acte. Aujourd'hui encore, plusieurs témoins racontent avoir vu le fantôme de Peg Entwistle rôder près du grand panneau. Elle est entrée dans la légende d'Hollywood comme elle le voulait, mais d'une bien étrange manière. Une nouvelle fable. Bien sûr, ma définition du mal diffère de celle de chacun. Le mal pour moi, c'est se laisser séduire par le prestige et le charme de l'existence matérielle. Le prestige au sens gaélique, ancien de l'enchantement, par l'apparence des choses, plutôt que par leur essence. Ah, Hollywood, un simple mot et c'est désormais tout un nouvel imaginaire qui s'éveille des entrailles de la ville de pacotille. Ici, la fête continue encore, et de nouvelles stars s'éveillent sur les cadavres des monstres sacrés d'hier. De cette génération du cinéma muet, il n'en restera que 3, et ce bon vieux Charlie Chaplin a réussi à passer à travers les mailles du filet. Les décors pharaoniques s'écroulent sous le poids des talons des vedettes glamour des années 50. Le jeu des trônes continue, chaque mois on couronne encore une nouvelle reine du charme ou le nouvel Apollon du moment. Au revoir les Roscoe Arbuckle, Buster Keaton, Douglas Fairbanks, Clara Bow, Mae Murray et Gloria Swanson. Et bonjour aux Marlon Brando, James Dean, Clark Gable, Kirk Douglas, Marilyn Monroe ou Marlène Dietrich. Mais attention, malgré le départ de William Harrison Hayes, les bonnes mœurs veillent encore au grain. Le cinéma d'après-guerre s'annonce tout aussi charmant et sanglant. L'argent coule toujours à flot et remplit toujours les poches des grands pontes des maisons de production. Et le star system atteindra des niveaux encore jamais vus. Mais vous commencez à le savoir maintenant, derrière le strass et les paillettes se cache toujours une odeur de charogne que l'on cherche à camoufler. Et les journaux se feront un plaisir de continuer à relater l'histoire cachée de l'usine à rêves. Ils appliqueront, pour notre plus grand plaisir, jusqu'aux dernières gouttes d'encre pour vendre du papier avec marqué en gros « Hollywood ». La légende dorée s'effrite un peu plus chaque minute. Quel cadavre se cache sous l'édifice de la Babylone moderne ? Quels secrets s'échange-t-on entre les décors de western ? Quelles tragédies se mettent en place sous les flashs des paparazzi ? À Los Angeles, la vague d'affaires d'addiction, d'alcoolisme, de VSS et de meurtre continue. Mais tout cela, nous le découvrirons dans la prochaine partie de cette face cachée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode des sombres histoires de l'art. Un épisode où Hollywood, encore une fois, sera synonyme de scandale.